Femmes dans la cité. Femmes dans la cité. 4 en débit. Fidèles auditeurs, à cette tribune féminine, une autre femme dans la cité s'invite chez vous. Bonsoir donc à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. Elle a nom Aline Odje. Mariée, mère de 2 enfants, elle a la quarantaine, de nationalité béninoise. Elle est originaire de Kétou dans le département du Plateau. Aline Odje a fait toutes ses années d'études à l'université d'Abomey-Calavi où elle obtient sa maîtrise en droit après 4 ans. Elle a également le CAPA, certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Elle a fait la RC, Haute École régionale de commerce international. Elle exerce en tant qu'avocate au Bénin depuis 10 ans et son cabinet est à Fidrosset. Elle fait partie de l'AFA, l'association des femmes avocates du Bénin, milite dans bien d'autres associations très actives. Aline Odje est membre de l'ODEM, entendez Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias. Elle ne se limite pas seulement à la défense des êtres humains, mais aussi à la défense de la faune et de la flore, surtout des parcs, à travers la Fondation des savanes ouest-africaines, une fondation sous-régionale qui s'investit dans la conservation de la biodiversité. Pour ce numéro de Femmes dans la cité, nous n'allons pas nous attarder sur la vie privée, le parcours scolaire ou même professionnel de l'invité, mais plutôt un problème d'intérêt qui touche la famille, plus précisément la situation des veuves et des orphelins au regard des dispositions légales et surtout de leur application en République du Bénin. Maître Aline Odje, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Vous êtes avocate, on l'a dit un peu plus tôt dans la présentation, vous exercez votre métier depuis 10 ans déjà au Bénin. En attendant de vous pencher sur ce problème que vivent les femmes veuves et les orphelins en République du Bénin, nous allons écouter le témoignage d'une veuve qui a tellement souffert le martyre. J'ai perdu mon mari il y a de cela 7 ans en Côte d'Ivoire. Mon mari et moi, nous avons 6 enfants. Et avant qu'il ne décède, on a un des 6, c'est-à-dire le premier seulement qui avait son bac. Et celui qui suivait, lui, il a fait une école technique. Quand mon mari est décédé, ses parents sont venus en Côte d'Ivoire et on a fait l'enterrement, tout là-bas. Je vous dis, ça n'a pas été facile parce que d'après eux, ils sont arrivés sans un franc dans la poche. Et toutes les dépenses qui ont été effectuées, c'est vers moi qui venais chercher cela. Et il m'avait dit de venir au Bénin, de rentrer avec les enfants. Au début, je n'ai pas voulu. Je faisais la couture. Et après l'enterrement, quand on a fini tout ce qu'on devait faire en Côte d'Ivoire, ils m'ont appelé un beau matin et ils m'ont annoncé que viens faire les cérémonies qui restent au Bénin ici. Et je vous dis, c'était dans le mois de décembre. Et vous voyez, pour quelqu'un qui fait la couture, le mois de décembre, ce que ça veut dire pour cette personne. Et ils m'ont dit que les cérémonies au Bénin ici vont durer 3 jours. Et j'étais contente, je dis, c'est bien. Donc je peux partir et revenir vite pour mes activités en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que j'ai tout abandonné, mes enfants, tout. Et je suis rentrée ici au Bénin. Et à mon arrivée, on me dit que c'est 3 mois. Pas fini, c'est 1 mois que je dois taper ici au Bénin. Après les 1 mois, je suis repartie en Côte d'Ivoire. Et on m'avait dit de venir, ils vont s'occuper des enfants. Toi seul, tu ne peux pas t'occuper des enfants. Ton mari à maison ici, pour venir. La Côte d'Ivoire, c'est la guerre qui est là-bas. Tu ne peux pas rester là-bas. Les gens ont mis cela dans ma tête jusqu'à et comment même je vais avec tous les enfants. Comment je peux faire? La maison est là. Donc, j'ai décidé un beau matin, nous avons quitté la Côte d'Ivoire, destination le Bénin. Quand nous sommes arrivés avec les affaires de faut voir telle personne, il faut voir chef de famille, il faut voir ceci. On a fait une réunion, on nous a appelés, nous sommes partis. Et on me dit, tu dois choisir parent de ton mari pour remplacer ton mari, c'est-à-dire la personne va devenir mon mari. Et j'ai refusé catégoriquement. J'ai dit non. Je ne veux pas. J'ai déjà mes enfants qui sont déjà grands. Qu'est-ce que je vais prendre encore mari pour faire? On dit, si tu ne veux pas prendre quelqu'un ici, là, on ne peut pas supporter les enfants avec toi. Même la maison, là, tu ne vas pas trouver.
et on m'a interdit de bénéficier de la maison. Et c'est ainsi que j'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Je suis venue rester louer à gauche, louer à droite avec mes enfants, où on se débrouillait, tout le monde mettait la main à la pâte, tout ce qu'on trouve, on fait. Et c'était dur pour moi, tellement dur que j'ai décidé encore d'aller voir le chef de la famille, parler avec lui. Et il m'a dit, bon, comme la maison est grande, on va faire des séparations dedans et mettre ça en location. Parce que si on veut mettre ça en location comme ça là, on va pas trouver quelqu'un pour prendre parce que la maison est trop grande. Quand on va mettre ça en location, chaque fin du mois là, on va t'envoyer quelque chose chaque fin du mois. Et j'étais contente. Je dis voilà, mes problèmes ont commencé vraiment à se résoudre. Et 1 mois, 2 mois, 3 mois, rien, 4 mois, rien. Mon mari avait aussi un terrain où c'était son nom qui était sur la plaque, bien inscrit en grand. Je vous dis, quand j'ai commencé à faire les démarches, et puis j'ai cherché à commencer à dire que le terrain, je vais vendre comme affaire de maison là, bon, je vois que vraiment ça pose des problèmes. Quelques jours après, je suis repartie là avec les démarcheurs. Je n'ai plus vu la plaque où et le nom de mon mari est inscrit dessus là. Je n'ai plus retrouvé cette plaque là. La plaque que j'ai trouvée là-bas, c'est inscrit dessus pour les héritiers de temps. Pas le nom de mon mari, hein. C'est-à-dire le nom du grand-père de mes enfants. On a fait des démarches pour pouvoir vendre ce terrain-là, mais impossible parce que les parents de mon mari n'ont pas voulu. Pourquoi je vais vendre le terrain? Si je vends le terrain, cela veut dire que les enfants vont plus venir en famille. Et la maison que vous avez dit que chaque mois du mois, vous allez m'apporter quelque chose là, je n'ai rien trouvé dedans, pas un sou. Voilà, Maître Aline Odje, vous venez de l'écouter. Qu'est-ce que la loi dit à propos des veuves et des orphelins? Madame la journaliste, je vous remercie et je suis vraiment ravie de vous recevoir par rapport à un sujet pareil, un sujet très très intéressant, simplement parce que en tant qu'avocat et exerçant depuis plusieurs années au Bénin, j'ai effectivement constaté que la famille a un problème au Bénin. Sinon, des problèmes. Des problèmes. Des problèmes. C'est vrai, il y a des lois. Il y a par exemple le Code des personnes et de la famille qui est censé protéger la famille. On parle de protection lorsqu'on pense à des maillons faibles d'une chaîne. Lorsque nous prenons la famille, qui sont ceux-là qui doivent être protégés surtout. Ce sont les enfants. C'est également la mère des enfants. Et nous le savons sociologiquement, mais même si la loi dit que l'homme et la femme sont égaux devant la loi, dans une famille, c'est l'homme qui protège la femme et ses enfants. On ne sait jamais. On ne peut pas prévoir ces choses-là dans la vie. Lorsque l'homme décède, qu'est-ce qui se passe? Que devient la veuve? Que deviennent les orphelins? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Voilà. Le Code des personnes et de la famille les protège naturellement. Mais dans l'application, qu'est-ce qui se passe? Je vous avoue que les veuves et les orphelins souffrent au Bénin. Peut-être pas eux tous, mais la majorité, puisque nous en recevons tous les jours que Dieu fait. Des situations où les veuves viennent avec des larmes aux yeux pour se plaindre. Bien sûr. Et qu'est-ce que nous constatons lorsque les veuves viennent se plaindre ou les orphelins viennent se plaindre? Il y a un schéma classique. Nous nous demandons ce qui se passe au niveau des familles. Parce que dès que le père décède, la veuve affolée n'a autre moyen que d'appeler sa belle famille, d'appeler ses parents. Sur le terrain, rapidement, je ne sais pas, dans plusieurs cas, on a eu ça. On dit à la veuve que, il y a des totems chez nous. Dès que ton mari décède, tu ne peux plus rester là. Il faut qu'on te cache pour un temps. Et c'est dans le seul but de s'accaparer des biens du défunt. La famille s'entend pour dépouiller la succession de tous les documents qui peuvent lui permettre demain de dire, voilà, notre papa a laissé ceci ou mon feu mari a laissé cela. Les conventions de vente disparaissent, tout disparaît. Et quelque temps après, on ramène la veuve à la maison et puis elle se rend compte qu'il n'y a plus rien. Mais la famille n'est-elle pas censée prendre soin de cette veuve et de ses enfants? En principe, c'est ce qui devait être. Mais malheureusement, c'est le contraire que nous constatons. Nous constatons que des enfants
qui sont à l'école avant le décès de leur père, ces enfants n'arrivent plus à poursuivre leurs études. Alors que le père a laissé des biens, a laissé même des maisons mises en location. Et ces loyers sont recueillis par des frères, des parents. Et pour cela, pour atteindre cet objectif, parfois, qu'est-ce qu'on dit? On dit à la veuve, ton mari n'est plus, on te propose une autre personne dans la famille. C'est le lévirat. Ça s'appelle le lévirat. Mais j'ai eu entendre dire quand même que le lévirat n'est plus vraiment d'actualité au Bénin. Ah oui, vous avez raison. Le code a été clair là-dessus. Et là, ce sont les dispositions de l'article 122 du code. Le mariage entre beau-frère et belle-sœur doit être autorisé par le procureur de la République et pour motif grave. Donc, sans qu'il n'y ait un motif grave et une autorisation du procureur de la République, le mariage entre belle-sœur et beau-frère est interdit. Mais ça se fait d'une autre façon apparemment. D'une autre façon, on contraint les veuves à accepter le frère du mari pour pouvoir rester dans la maison. Sinon, elle sort. Ce n'est pas normal. Quand moi j'ai fait le point, je me suis rendu compte que vraiment c'est la cupidité qui amène ces membres de la famille du défunt à s'accaparer des biens. Ou bien on met devant le lévirat. Ou encore, il y a quelque chose qui se passe chez nous. Dès que l'homme meurt, on commence à soupçonner sa femme. On dit de l'avoir assassiné. De l'avoir assassiné. D'avoir participé à sa mort. Je ne comprends pas cela. Et tout le temps, ça se répète. Et pour punir cette femme, on lui arrache tout. Et on ne pense même plus aux enfants de celui-là qu'on croit défendre ou qu'on prétend défendre. Alors les larmes, vous en recevez ici? En quantité suffisante, madame la journaliste. En quantité suffisante. Surtout lorsque la succession est pourvue et que les enfants n'arrivent même pas à subvenir à leurs besoins élémentaires. Ça fait très mal. Ça fait très très mal. Le code des personnes et de la famille a prévu clairement que la succession est dévolue aux descendants, c'est-à-dire les enfants. Ils sont les premiers à bénéficier des biens de leur père. Pour le conjoint survivant, le code a prévu le quart de la succession. Et quand on parle de conjoint survivant, c'est pas seulement la femme. Ça peut être l'homme aussi. Ça peut être l'homme lorsque la femme décède. Et pourquoi c'est les femmes qui sont plus dans le problème alors? Bon, malheureusement, elles sont les plus faibles. Les plus vulnérables. Et les plus vulnérables. Et avec les enfants, surtout quand les enfants sont mineurs, la femme n'a aucune protection, à part ce que les tests ont prévu. Mais qui applique les tests? C'est la femme, c'est la famille. Et si la famille, tout le temps, viole ces tests parce que on est en train de lorgner les biens du décujus, c'est les enfants, c'est la femme. Ce sont ceux-là qui souffrent. Et quand ces femmes viennent à vous, est-ce que vous arrivez quand même à les défendre? Est-ce que vous arrivez à faire appliquer cette loi-là? Nous ne faisons que ça tous les jours. Tous les jours que Dieu fait. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Allez-y. Une veuve qui a tous ces problèmes, qui n'arrive pas à nourrir ses enfants, dont les enfants ont été retirés de l'école parce qu'il n'y a pas les moyens, alors que dans le même temps, il y a plein d'immeubles en location qu'un beau-frère ou une belle-sœur prend en charge et gère tous les revenus sans s'occuper des orphelins. Cette veuve-là, vous lui dites, tel que ça se passe, si nous les appelons et ils ne veulent pas entendre raison, nous serons obligés d'aller au tribunal pour nous faire entendre. Mais la veuve vous dit, jamais maître, je ne veux pas aller au tribunal. Et là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Je ne veux pas aller au tribunal simplement parce que c'est ma belle famille. Ce sont leurs enfants. Ils vont dire que je suis allé me plaindre contre eux. Les problèmes vont s'accentuer. Je n'aurai pas de paix. Ils vont tuer mes enfants. Oh, je vais passer par où? On va me chasser. Les veuves ne comprennent pas. Elles n'ont pas le courage d'affronter ceux-là qui leur font les misères. Et Maître Aline Odje, vous pensez que c'est à tort? Ce n'est pas à tort. Ça, vous avez raison. Ce n'est pas à tort, mais vous savez, la liberté, ça s'arrache. Un droit, ça s'arrache aussi. Vous pouvez avoir droit à quelque chose. Si vous vous taisez,
vous ne bénéficierez jamais de ce droit. Parce que celui qui jouit de quelque chose n'a pas souvent la volonté de se départir de cette chose facilement. Il faut bien le contraindre. Et nous ne proposons pas le tribunal au premier abord. Nous demandons une conciliation entre les membres de la famille et la veuve. Et c'est au cas où cette conciliation échouerait qu'il faut aller loin. On est obligé d'aller loin. Vous parlez tantôt de il faut arracher la liberté. Maintenant, il y a tellement aussi de cas où vous voyez que ces veuves n'ont pas tort de craindre les représailles, tout à fait, maître de la famille. Il y a beaucoup de cas où, effectivement, quand elles veulent tenir dur, les répercussions sur leurs enfants, ça se sent, ça se voit. Oui, madame la journaliste, mais dans la vie, il faut se battre. Cette vie, même, c'est une lutte. Il faut se battre. On ne peut pas croiser les bras et attendre que le poulet rôti descende du ciel. Et puis, bon, nous savons, les veuves craignent souvent quoi? Les forces occultes, tout ça là. Il faut s'armer. Nous sommes tous béninois. Pour arracher un droit, c'est comme une guerre. Et il faut se préparer pour la guerre. Et vous avez souvent des ennuis, vous aussi, parce que c'est vous qui défendez quand même ces femmes-là. Mais naturellement, lorsque vous défendez une victime, ceux qui sont ses bourreaux ne vont pas vous laisser en paix. S'ils veulent attaquer la victime, ils vont vous attaquer aussi. Mais Dieu est grand. Ça, je vous le dis. Il est très grand, il est formidable. Moi, je me suis attachée à lui et je gagne toujours. Mesdames et messieurs, vous avez remarqué, on reçoit pour vous cette semaine dans Femmes dans la Cité, Maître Aline Odje. Elle est avocate. Notre sujet du jour, c'est la situation des veuves et des orphelins au regard, bien entendu, des dispositions légales et surtout de leur application en République du Bénin. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve juste après pour la suite de cet entretien avec Maître Aline Odje. Femmes dans la Cité, Rouf 4, en débit. On est de retour de la pause. Alors, on parle des veuves et des orphelins. Quand les veuves ou la veuve est confrontée à ces genres de problèmes avec sa famille, lorsque le mari décède, quelle est l'attitude à adopter? Lorsqu'une veuve se trouve dans une situation pareille, elle doit savoir que pour la succession, dès que quelqu'un décède, il faut désigner celui qu'on appelle liquidateur de la succession. Et c'est quoi un liquidateur de la succession? Liquidateur de la succession. Et celui-là est à qui le code donne le pouvoir de recenser les biens de la succession, de recenser également ceux qui peuvent hériter. Parce que vous pouvez être là, une veuve avec ses enfants, peut-être que le monsieur a d'autres enfants ailleurs. On ne sait jamais. Donc il faut faire le recensement de tout ça. Donc le rôle du liquidateur, c'est de recenser les biens, de recenser tous ceux qui peuvent hériter et de faire le point de tout, de voir au niveau de la succession s'il y a des dettes. S'il y a des dettes, il se charge de régler les dettes en tenant compte de la consistance de cette succession. Et souvent, lorsque le tribunal désigne le liquidateur, celui-là a 3 mois pour faire ce travail et rendre compte au tribunal. Mais en réalité, c'est pas au tribunal de désigner le liquidateur. Et à qui alors? C'est pour ça que le premier acte qu'on doit poser lorsque quelqu'un décède, c'est de faire un conseil de famille. Et pour faire un conseil de famille, c'est simple. On va chercher un imprimé au tribunal, le procès verbal de conseil de famille. L'imprimé est là et les rubriques à remplir, tout est là-dessus. Et la veuve et les enfants, si les enfants sont déjà majeurs, eux seuls suffisent pour faire conseil de famille. Et c'est ça que nos parents ne comprennent pas. Parce que dans l'ancien temps, quand on dit conseil de famille, il faut la famille élargie. Et ça a causé tellement de difficultés. On a des successions qui sont ouvertes, c'est-à-dire quelqu'un décède. Et lorsque la famille du défunt dit jamais il n'y aura pas conseil de famille, c'est que cette succession reste
sans administrateur pendant plusieurs années. Et pendant ce temps, la veuve et les orphelins souffrent. Et ceux qui se sont accaparés des biens les gèrent allègrement. Heureusement, le Code des personnes et de la famille a prévu tout ça, a réglé ce problème-là. Si les membres de la famille sont d'accord pour les aider à faire le conseil de famille, il n'y a pas de problème. Mais s'ils s'y opposent, les héritiers, c'est-à-dire les descendants avec le conjoint survivant, peuvent faire le conseil de famille et déposer le procès verbal au tribunal. Le tribunal les appelle et demande s'ils sont vraiment d'accord avec le contenu. Donc c'est à l'occasion du conseil de famille que les membres désignent celui qu'on appelle le liquidateur. Donc le tribunal ne fait qu'entériner celui-là qu'on aurait désigné de commun accord. Mais au cas où, entre les membres de la famille, parfois même les héritiers déjà majeurs ne s'entendent pas entre eux pour désigner l'un d'entre eux comme liquidateur ou un autre comme liquidateur adjoint. Parmi les héritiers, quelqu'un peut saisir le tribunal pour demander que le tribunal désigne quelqu'un d'autre pour jouer ce rôle. Le tribunal peut désigner le greffier en chef, le tribunal peut désigner un notaire, en tout cas, quelqu'un qui n'est pas membre de cette famille pour que au moins les biens ne soient pas dilapidés par une partie des membres de la famille. Et si les enfants sont mineurs? Si les enfants sont mineurs, la veuve avec quelques membres de la famille peuvent se réunir et faire la même chose. Le conseil de famille, on désigne celui qui sera liquidateur et avec les enfants mineurs, il faut nécessairement un tuteur. Mais nous rencontrons des cas vraiment bizarres. En principe, c'est le conjoint survivant qui est tuteur de l'enfant mineur, de son enfant mineur. Mais il y a des cas où, par ignorance, simplement on découvre que c'est un autre membre de la famille qu'on désigne comme tuteur ou tutrice d'un enfant mineur. C'est anormal. Maître Odje, alors, dans un autre cas d'espèce où la famille est contre la veuve et où, en ce même moment, les enfants sont mineurs, la veuve elle seule ne peut quand même pas s'asseoir et faire son conseil de famille. Elle fait comment? La veuve, par simple requête, saisit le tribunal. Et elle explique les difficultés qu'elle a. Et ces difficultés, le tribunal en tient compte et désigne un liquidateur pour la femme. Parce qu'il faut nécessairement un liquidateur. Mais nous sommes au Bénin, Maître Aline Odje, et vous savez aussi nos réalités, combien de femmes souffrent et sont en même temps capables d'aller porter plainte. Il y en a beaucoup qui souffrent dans leur chair. Elles souffrent en silence. Les victimes silencieuses. Voilà. Il y a un fait. Le mari est décédé. La femme est là, avec des enfants. Peut-être que quelqu'un lui doit quelque chose. Même si c'était un salarié qui devait partir avec des droits, son employeur lui calcule les droits. Vous savez, l'employeur ne va jamais remettre ces droits-là entre les mains de la femme, je veux dire. Il faut que l'employeur ait l'assurance qu'il y a un liquidateur des biens. Parce que si vous devez à quelqu'un, vous payez mal, vous êtes obligé de payer à nouveau. Par rapport aux droits, par rapport à la pension, à la CNSS, les droits dont la succession peut bénéficier. Ou si c'est un fonctionnaire, si l'État lui doit quelque chose. Les femmes font plusieurs rangs pour aller devant l'administration. Mon mari est mort, il paraît qu'il y a de l'argent ici pour lui, et les enfants souffrent, il n'y a rien à la maison, on a chassé celui-ci de l'école. Elles pleurnichent et on leur dit, on ne peut pas vous remettre. C'est vrai, vous êtes son épouse, mais on ne peut pas vous remettre cela. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut un liquidateur. Il n'y a pas de liquidateur sans tribunal. Parce que même si vous vous entendez très bien et que vous désignez un liquidateur, il faut que le tribunal entérine. Si vous refusez d'aller au tribunal, vous n'aurez rien et vous perdez tout. Donc, la veuve a choisi. Et on fait des choix dans l'intérêt de la succession. Mais il y a une certaine mentalité, surtout au Bénin. Quand on parle de tribunal, on voit que c'est déjà trop parti. C'est pour régler des problèmes vraiment d'une certaine ampleur. Malheureusement, c'est cela.
Quand on dit, on a envoyé une convocation à telle personne pour se présenter au tribunal, on est affolé. On est affolé. Nos parents au village disent toujours que celui qui te convoque au tribunal, c'est ton pire ennemi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Par exemple, pour le conseil de famille, qu'on soumet au tribunal et le tribunal appelle les gens juste pour dire est-ce que vous êtes d'accord que c'est celui-ci que vous avez désigné comme liquidateur. Il n'y a pas de guerre là en fait. Il n'y a pas de guerre. Pourquoi le tribunal est obligé maintenant d'appeler les gens? Nous avons remarqué à l'avènement du Code des personnes et de la famille, puisqu'on a donné la possibilité aux gens de se retrouver en nombre restreint pour faire le conseil de famille. Pour une même succession, il y a 3 conseils de famille. Il y a une partie des enfants, surtout lorsque le décujus a plusieurs enfants de plusieurs lits. La première veuve et ses enfants font conseil de famille. Et ainsi de suite. Et vous avez plusieurs conseils de famille pour une même succession. C'est pas normal. S'il y a autant de problèmes, pourquoi les défunts ne font-ils pas des testaments? Je pense quand même, maître, que ce serait plus simple pour mettre fin quand même à Madame tout ça. Journaliste, vous avez vu, j'ai souri. Oui, j'ai souri pour cause, puisque nos parents, même les intellectuels, je ne sais vraiment pas ce qu'ils ont contre le testament. Il suffit de conseiller quelqu'un et de lui dire, tel que, ça se passe là, c'est mieux que tu penses à un testament. Mais c'est quoi, tu veux me tuer? Parce que on croit que c'est à la veille de sa mort qu'il faut faire un testament. Mais la mort ne prévient pas. Mais la mort pas. ne prévient pas. La mort ne prévient pas. Qui peut connaître la veille de sa mort? Personne. Et ce que les gens oublient, c'est que le testament peut être modifié à tout moment. Ça dépend des circonstances. Vous pouvez modifier à tout moment. C'est votre volonté. Donc c'est ça plutôt qu'il faut leur expliquer pour qu'ils comprennent. Parce que quand effectivement on a un testament, c'est un peu plus facile à gérer après le décès. Je dis un peu plus, juste un peu plus, parce qu'il y a aussi des testaments qui sont des testaments à problème. Mais il vaut mieux faire son testament. Moi, je suis vraiment peinée quand je vois au tribunal les juges qui s'occupent des chambres qui gèrent les affaires de la succession sont débordés. Il y a tellement... Ces chambres-là sont toujours remplies de justiciables. Et on se demande c'est quoi? Qu'est-ce que la famille est devenue? Ce n'est pas bien. Et dès le décès du père, on ne s'entend pas, on vient, on dit on va vendre tous les biens. Ce que le père a souffert pendant des années pour construire, on liquide ça en un clin d'œil parce que on ne s'entend pas. Donc vraiment, il serait mieux que nos parents, nos amis prennent cette habitude-là d'établir leur testament, de le modifier comme ils le veulent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la mort ne prévient pas. Maître Aline Odje, le sujet est tellement intéressant et tellement vaste, on ne va pas pouvoir tout développer, mais merci quand même d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Et c'est tout, mesdames et messieurs, pour Femmes dans la Cité pour cette semaine en tout cas. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro, une autre femme dans la Cité. À la semaine prochaine donc. Femmes dans la Cité. Femmes dans la Cité. 4 en débit.